Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Desmoulins, 45 ans, ex-publicitaire, macroniste de la première heure, et donc qui va nous se présenter un peu dans la deuxième partie. Donc nous allons commencer par la présentation du numéro 773 de La Glorieuse, avec à la une enquête au cœur de la France insoumise à Montpellier, qui se met en marche pour 2020. Beau titre. N'est-ce pas? Bien. Merci. Je vais vous vendre mon agence de communication. C'est digne d'une agence de communication. Oui, c'est pas mal. Voilà, ensuite, on revient aussi à... Nous, on les aime bien, les macronistes, hein, vous savez, à La Glorieuse. Donc, on a fait un match Miralles versus Dubost, et dans un article qu'on appelle « Au bonheur des dames ». Voilà, pour voir les différences de tempérament, de caractère des députés. On fera les hommes la semaine suivante. Bien, j'y serai. On commence par les femmes. Les hommes, il y a un peu plus d'hommes. Oui. Donc ensuite, on revient sur Montpellier, 7e ville de France, 15e métropole, 130e aire urbaine d'Europe. Voilà, un classement qui cache d'autres réalités. Et ensuite, nous revenons avec nos risées sur plein de choses. Et entre autres, Anne Brissot qui claque la porte du conseil de la métropole. Vous êtes au courant? Non. C'est pas grave, on est là pour vous informer. Voilà, donc Nicolas Desmoulins, rebonjour. Je vais commencer avec la première question. Qui êtes-vous en deux mots, à part le tombeur d'une pointure de la politique locale, qui est Christin Assaf, sur la 8e circonscription? Qui je suis en deux mots? Un chef d'entreprise qui a créé sa société à 22 ans et qui vient de démissionner suite à mon élection à 44 ans. Voilà, donc j'ai passé 22 ans dans ma petite entreprise. On est actuellement 8 salariés. J'en profite pour remercier mon associé parce que c'est pas simple de rentrer en politique quand on a un métier. Donc mon associé a pu reprendre l'entreprise et jusqu'à présent tout va bien. Donc a priori je suis pas indispensable. Il a repris vos parts? Non, il n'a pas repris mes parts, mais ça vaut pas grand chose les parts d'une société de communication. C'est vrai. Donc je suis pas publiciste. Je fais la différence. Vous êtes gérant d'une agence de communication. Ouais, bon. Bah, la petite différence, c'est simplement un publiciste qui... Non, c'est pas Epsilon. La petite différence, c'est que je suis pas dans une logique de slogan, d'image, de notoriété. Je suis plus dans l'édition, l'impression et la création de supports de communication. Merci pour la précision. Je vous en prie. Vous êtes lancé en politique, pourquoi? Parce que quand on est à la tête d'une entreprise de communication, j'allais dire se fourvoyer. Mais partir en politique, c'est quand même étonnant. Non, c'est l'inverse. La politique en tant que chef d'entreprise, en tant que citoyen, on l'a subi, on l'observe. Donc moi, je l'ai observé pendant des années. Je suis toujours allé voter, bien sûr. Je me suis toujours intéressé à la politique nationale, un peu moins locale, c'est vrai. J'ai jamais été encarté parce que je me suis jamais retrouvé dans une vision, dans un mouvement qui me ressemblait. Et ce gauche-droite me convient parfaitement. Vous qualifiez-vous d'incarnation de la nouvelle génération Macron? Non, incarnation. Non. Je fais partie des nouveaux députés qui sont effectivement novices et qui souhaitent, qui vont apporter cette connexion à la société. Voilà, c'est ce regard nouveau. Et notre manque d'expérience, je pense que c'est un atout. Parce on vit au quotidien avec des problématiques. Moi, je l'ai connu en tant que chef d'entreprise, mais je le connais en tant que père de famille, je le connais avec mes amis. Donc c'est cette connexion à la réalité. Et vous trouvez que Macron est plus connecté à la réalité que François Hollande, que d'autres? Je sais pas, on a l'impression quand même qu'il y a 6 mois, la promesse d'En Marche est un peu loin de la réalité d'aujourd'hui, en particulier sur la démocratie participative. Alors, là, vous me posez la question, elle est magnifique celle-là, parce que moi, à l'Assemblée, je fais partie de la démocratie numérique et citoyenne. Ah ben voilà, mais ça tombe bien. Et on va bientôt inscrire, donc en même pas un an, dans la Constitution, ce principe de participation citoyenne. D'accord. Donc ça fait 30 ans qu'on en parle, et nous, en un an, effectivement, on va le faire, avec un groupe, je le précise, transpolitique.
D'accord. Hein, donc la présidente, c'est Céciline Untermaier, une nouvelle gauche. Paola Forteza est la rapporteure, et moi je fais partie de ce groupe-là. Et on a invité à l'Assemblée nationale, il y a 3 mois, justement, des citoyens. Et donc on est en train de travailler là-dessus. D'accord, mais ça c'est concret. Ça, on n'en a pas trop parlé. Ben oui, vous parce voyez, que ça n'intéresse pas trop les... Ah ben, la démocratie participative, non, ça ça n'intéresse pas les médias. Je vous assure. Ça intéresse la gloire. Ah ben moi j'ai communiqué, j'ai fait ce qu'il fallait, mais ça n'a jamais... à mon niveau. Hein. Sinon, on a fait une conférence de presse à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Voilà. Sur LCP. Les rôles, c'est pas l'Assemblée nationale. Oui, mais LCP, vous le suivez. Pas vraiment. Pas vraiment, bon. Mais enfin bon, oui, bon. Ça arrive. Ouais. Mais bon. Donc, est-ce que vous avez milité déjà quelque part? Non, jamais. Vous étiez président d'un club de tennis, c'est ça? Non. Non. Les informations sont pas bonnes alors. Donc, j'ai joué au tennis, j'ai joué au foot. non, j'ai jamais été. Donc, bon, la circonscription où vous êtes est un peu bizarre, les contours de Frontignan-Juvignac, l'ouest de Montpellier. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de ça? Alors, bizarre, oui. C'est 3 territoires extrêmement différents, c'est vrai. Entre le canton de Montpellier, Juvignac, tout le canton de Pignan, et puis ensuite on a Frontignan. Donc on a des problématiques différentes. Sur Frontignan, il y a ce dynamisme économique qui manque. Il y a ce fort taux de chômage. Il y a le problème du littoral, avec cette loi littorale. Sur le canton de Pignan, problème de mobilité, aussi de chômage. Et sur Montpellier et Juvignac, on a le problème. Il y a beaucoup d'urbanisation, donc voilà, c'est des thématiques extrêmement différentes. C'est vrai que sur ces circonscriptions, je ne sais pas qui c'est qui les a dessinées, mais moi ce que je souhaiterais dans l'avenir, c'est qu'on respecte un peu plus les problématiques des territoires, qu'on les regroupe. A priori, ça va se faire, puisqu'on devrait supprimer quelques circonscriptions, puisque le nombre de députés devrait être diminué d'1 quart. D'accord. Et redessiné par la même, non? Oui, forcément. Comment voyez-vous le raccordement à la métropole de cette partie ouest qui est un peu abandonnée quand même? Elle est abandonnée. Moi, j'ai la chance d'arriver quand même sur un territoire où il y a des bonnes nouvelles. Là, on relance la ligne 5 du tramway. Il y a le lycée à Cournonterral qui sera donc là en 2020. C'est un peu du rattrapage. Moi, je regarde les faits aujourd'hui. Oui. Le contournement ouest qui va effectivement se faire. Donc, un rattrapage, j'ai pas tout l'historique de ce qui s'est passé dans sa circonscription. Moi, ce que je vois, c'est que ça bouge. L'important, c'est que ça bouge. Le lycée, c'est une nouvelle... voilà. Alors, c'est pas dû à moi, j'ai rien fait du tout. C'est surtout Carole Delga, peut-être a priori mon prédécesseur, Christian Assaf, qui a œuvré là-dessus. Donc voilà, je m'en félicite. Parce qu'au départ, vous étiez candidat à l'investiture sur la 9. Non. Jamais? Ça, c'est faux. Donc, c'est ce que j'ai entendu dire. Non, ça, c'est complètement faux. Vous auriez été barré par Vignal, ensuite vous avez migré sur la 1, non? Non, j'étais candidat sur la 1. Sur la 1. Voilà. Et ensuite, vous êtes parti sur la 8. Qu'est-ce qui a fait? Vous pouvez nous expliquer comment vous êtes rentré un peu dans le circuit du macronisme et puis et être éclos comme ça de nulle part? Moi, mon investiture, je l'ai appris comme tout le monde. Je ne savais pas que j'allais être sur la 8 au départ. Je vous ai dit, j'étais sur la première. J'étais dans les tuyaux. Je pense que le rôle qu'on a joué avec Coralie dans ce mouvement qui était quand même très récent, qui démarrait, j'ai créé mon comité à la Grande Motte, qui a très vite pas fait du bruit, mais la Grande Motte, c'est pas simple de faire entrer le macronisme à la Grande Motte. J'ai été ensuite directeur territorial, donc je me suis occupé de toute l'animation de tous les autres comités. Voilà, donc j'ai pris ma place, j'ai pris ça comme un challenge, et voilà, ça s'est fait de manière très naturelle, je l'ai trouvé. Et effectivement, au fur et à mesure, voilà, on pensait que c'était une bonne chose Vous ne souffrez pas trop d'être inconnu? Bah, pas du tout, au contraire. Au sens de pas être... Non, mais ça me va très bien, moi, d'être inconnu. De ne pas être connu dans la rue, quoi. Ah, mais ça, je m'en fous complètement. On vous serre la main, quoi. Ah, monsieur Desmoulins, monsieur Desmoulins. C'est moi qui vais serrer la main, ça, c'est pas un problème. Donc, non, mais c'est sûr que ça a dérangé, je vais rajouter un petit mot là-dessus, ça a dérangé les professionnels de la politique, qui ont vu quelqu'un de la société civile arriver. Certains m'ont taxé d'avoir fait un hold-up. D'autres m'ont dit que c'était gagné d'avance. Voilà, ça, quand j'entends ça, oui, ça m'insupporte, parce que les deux sont faux.
Le hold-up, mon investissement dans le mouvement, il était plus que palpable. Après voilà, ça aurait pu être une autre personne que moi. Mais effectivement, je suis ce qu'on appelle un candidat 100% marcheur. Bon, d'accord. Donc vous qui êtes un novice là, de la politique, qu'est-ce qui vous a marqué dans les premiers jours de député? À Paris, Le premier jour, là, vous êtes arrivé à l'Assemblée nationale. quand on passe vite le lieu, le côté historique, effectivement, on allait dire très, oui, j'étais très ému. On rentre vite dans une usine, alors pas une usine à gaz, mais une usine à posture, à code. Et moi qui viens de la société civile, Quel genre de code? Les codes, c'est par exemple dans une commission, moi je suis aux affaires économiques, dans une commission, on doit poser une question en 2 minutes. Et souvent les collègues de l'opposition parlent pendant 1 minute 50 pour rien dire. Et puis ils posent la question à la fin. Voilà, ça c'est ce que j'appelle des codes qui m'insupportent parce que dès qu'il y a la caméra, on n'est plus naturel. Moi, mon combat, il est aussi là-dessus. C'est renouveler la politique et dire les choses. Voilà, il n'y a pas à penser. Voilà, quand je réponds à une question, je ne réfléchis pas à ce qu'il faut dire. C'est pour ça, des fois, je suis un peu hésitant. Ça m'arrive. Je sais pas de trouver la phrase qu'il faut parce que je suis de gauche ou je suis de droite. Voilà, c'est ça que j'aime pas. D'ailleurs, ces mêmes personnes, quand la caméra est coupée, elles sont tout à fait normales. Monsieur Bouldoir, maire de Frontignan, a affiché votre numéro de téléphone portable sur le fronton de sa mairie pour dénoncer le désengagement de l'État. Oui. Quelle a été votre réaction? J'ai pas du tout apprécié. Et les gens vous ont appelé? Pour une raison simple, c'est que c'était mon numéro personnel, déjà, que je lui avais donc donné un mois avant. Je m'appelais forcément, puisque sa petite blague a fait son effet. Donc, dans un premier temps, les gens appelaient pour acheter, puisqu'ils auront vraiment cru que c'était à vendre. Donc, j'ai eu à peu près 300 coups de fil. Et puis derrière, d'autres personnes qui ont appelé. Ouais. Les gens étaient désagréables? Non, mais c'est de la perte de temps. Ça, c'est des coups de... Oui, non, mais il a réussi son coup. Voilà. C'est pas agréable. Voilà, il y a d'autres choses à faire. Il m'a même pas appelé. Je l'ai même appelé la veille pour lui dire gentiment. Enfin, mon attaché a appelé la veille en me disant vous mettez une annonce sur le Bon Coin. Et son directeur de cabinet s'est excusé en disant non, on l'enlève, il n'y a pas de problème, on est désolé. Bon, le lendemain, il était toujours là. Mais bon, c'est pas très grave ça. C'est pas très grave? Non, c'est pas très grave. Voilà, ça reste, c'est un peu agaçant. Sur le moment, bien sûr que ça m'a énervé. Donc vous êtes parmi les députés de l'Hérault les moins mal classés par capitale. Les moins mal classés, d'accord. Je dis bien les moins mal. C'est-à-dire que le premier député de l'Hérault, il est à la 200e place. Et le dernier, il est à l'avant-dernière place. Donc c'est plutôt quand même la dernière partie du classement. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Je ne vous ai pas suivi. On est 577 députés. C'est-à-dire que la plupart des députés sont dans la deuxième partie du classement. D'accord. Vous êtes le moins mal classé. D'accord. Bon. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Rien, ce classement, il est bidon. Voilà, c'est simple. Oui, mais alors... Vous connaissez les critères? Oui, en fait, je m'en souviens plus. Allez-y, dites-moi les critères. Non, mais vous l'avez lu précisément. Les critères, c'est les interventions en commission. C'est important, ça, non? Non, mais attendez, je vous fais rapide, parce que c'est important. Et c'est le nombre d'amendements. En commission, la majorité, on est 40, nous par affaires économiques, on a 10 fois moins de chances de s'exprimer par rapport à l'opposition. Ça, c'est les règles des interventions. Ensuite, sur les amendements, on fait partie de la majorité. On a été élu pour voter un programme, donc par définition, on est censé quand même faire moins d'amendements, puisque on va suivre le gouvernement. Donc, de prendre ces deux critères, voilà, je trouve ça complètement absurde. Alors, pourquoi moi je suis bien classé? Je vais vous le dire. C'est tout simple. C'est que j'ai été rapporteur d'une résolution européenne, j'en suis ravi. Et dans cette résolution européenne, donc c'est pas une loi, c'est pas une portée juridique, c'est la position officielle de l'Assemblée nationale vis-à-vis d'un sujet européen. J'ai effectivement fait 43 amendements. Dans ces 43, j'ai fait 40 amendements rédactionnels. Donc on change une petite phrase, on change un petit mot. Une virgule? Pas une virgule, mais on n'en est pas loin. Donc dans ce classement, mon amendement par exemple sur le fait que j'alerte l'Union européenne sur le cyberharcèlement, ça c'est un de mes sujets que je vais porter. Voilà. Cet amendement compte aussi bien que le petit amendement rédactionnel. Voilà. Donc je trouve ça complètement absurde. Donc on va dire que vous êtes un peu plus actif que les autres à Paris. Vous êtes présent dans votre circonscription.
Est-ce qu'il vous reste du temps pour le parti des marcheurs? Peu. Pour le mouvement, peu. Et puis Et c'est vrai que alors, c'est vrai, mais non, mais puis je fais la différence. J'estime que je suis, oui, je suis En Marche, mais je suis un député, comme on dit, de la nation, et puis je suis le député de tout le monde, quoi. Je suis pas que le député des marcheurs. non, Donc je fais pas de différence quand je reçois en permanence. En permanence, je sais pas si vous l'avez vu à Frontignan, il n'y a pas le logo de la REM, il y a mon nom. Voilà, je fais bien la différence entre mon rôle de député en vous avez circonscription. installé votre permanence à Frontignan. Oui, fin août, ça fait longtemps. Pourquoi ce choix de Frontignan? Ah ben, c'est un choix, là on peut le dire, oui, c'est un choix politique, forcément. Quand on voit une ville comme Frontignan oui, qui s'endort, voilà, il faut la réveiller. Quand je vois le vote du Front National qui est très élevé, quand je vois les gens en colère, quand je vois que voilà, c'est une magnifique ville qui a des atouts considérables. Et ben voilà, un petit peu comme à Béziers, moi ce que je veux éviter, c'est que derrière il y ait le FN qui prenne la mairie. D'accord. Donc la République en marche dans l'Hérault, c'est un peu le girl power. Et Yolène Vigneault a remplacé Caroline Dubosc. Quelle est votre réaction? Sur Yolène? Non, sur le girl power. Oui, enfin là, elle est pas, oui, enfin. Pas de réaction? Non, mais ça voudrait dire quoi? Qu'il fallait que ce soit après Coralie un homme. Bon. Enfin, moi je suis pour la parité, mais bon là, il n'y a pas de. Vous étiez très proche de Coralie durant la campagne. Vos rapports semblent un peu plus distants aujourd'hui. Ah ben de par nos fonctions, forcément. Ouais. De par quoi? Nos fonctions. Enfin, elle est à la commission des lois, moi je suis aux affaires économiques. On se croise pas tant que ça à Paris, en fait, en définitive. D'accord. Voilà, donc. Vous évitez quoi? Ah, pas du tout. Non. Ah non, on s'évite pas du tout. Non. Est-ce que la République en marche fonctionne comme tous les partis maintenant? Non. Ah ben, j'espère jamais. Hein. Non, pas du tout. Ça pourrait être. Voilà, ça pourrait donner l'impression aujourd'hui. Après 6 mois, 8 mois de pouvoir. Voilà. C'est une question. Hein, non, moi j'ai pas ce ressenti. Les comités sont toujours actifs. Après, c'est sûr qu'après une élection, c'est un peu plus compliqué de motiver les personnes. Et d'ailleurs, je salue certains comités qui sont le week-end, je ne sais pas si vous avez vu, en train de tracter, en train d'expliquer la politique du gouvernement. Voilà, voilà, ils n'ont pas perdu cette fibre. Notre rôle, nous, c'est d'expliquer les choses. Voilà. Donc ces comités, il faut qu'ils perdurent. Et puis ces comités, je le répète, notre mouvement, ça va surprendre, il est de droite et de gauche. Moi, quand j'ai créé mon comité à la Grande Motte, les gens se sont présentés, et j'avais des gens à gauche et des gens à droite. D'accord. Je reviens à la question précédente, et je rebondis sur le sujet de la Glorieuse de cette semaine, sur le match entre Coralie Dubosc et Patricia Miralles. Oui. Aujourd'hui, vous vous sentez plus proche de Coralie Dubosc ou de Patricia Miralles? Vous m'avez pas répondu tout à l'heure. C'est quoi cette question? Plus proche, c'est-à-dire plus proche. Proximité. Ben, historiquement, bien sûr, j'ai des liens avec Coralie sur le mouvement. Au quotidien, oui, je suis un peu plus proche de Patricia parce qu'on se ressemble beaucoup avec Patricia. On est vraiment connectés. Les autres sont peut-être un peu plus attirés par les fonctions de Paris. Nous, c'est vrai qu'on est très connectés. Enfin, moi, je n'arrive pas à passer une semaine sans discuter avec un habitant. Voilà, donc c'est ce qui nous rapproche. Elle était hier à mes vœux. Ouais, on se ressemble beaucoup. Vous êtes très connectés. Exactement. Voilà. Considérez-vous Philippe Sorel comme un marcheur? Oui, moi je pense que c'est un marcheur. D'accord. Dans le sens où c'est un progressiste, c'est quelqu'un qui est pas dogmatique. Voilà, bon après il n'a pas adhéré En Marche, peu importe, je pense pas que ce soit important ça. On a bien un Premier ministre qui fait un travail extraordinaire, qui est pas adhérent En Marche. Il faut pas, voilà, il faut qu'on change cette vision. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est très différent des autres partis politiques. On peut être du Parti Socialiste et adhérer En Marche. Et on va le continuer, ça. Très bien, je vous remercie. On va terminer par la question chapeau, s'il vous plaît. C'est tout, c'est vachement court. Bah oui, mais bon, il y a déjà eu une vingtaine de questions. Allez. On a fait le tour quand même, non? Tenez, si vous pouvez la lire et nous répondre
Avec humour, bien J'ai le droit de faire une critique ou non? Maintenant, la Oui, critique, oui, je peux la faire maintenant, là. La critique du journal, tout est ouvert. Ouais, alors avant le papier. Oui. Petite précision, quand vous m'avez fait mon petit article, je vous avais eu au téléphone, mais je trouve que c'est bien de le dire. Quand j'avais fait la réunion avec la ministre du Transport, Oui. et que dans la Glorieuse, il y avait un petit article sur moi où il y avait marqué, ça m'avait embêté parce que c'était complètement faux, que j'avais critiqué Delga parce qu'elle ne m'avait pas soutenu, non, que j'étais contre la LGV parce que Delga ne m'avait pas soutenu aux législatives. Donc c'est entièrement faux. Donc, ce que je vous propose, c'est, votre informateur, là, c'est de ne pas le payer. Ça date de quand, ça? Ça date de quand? C'était en septembre. Ah oui. Voilà, et que j'ai simplement dit une chose, moi, Carole Delga, je la crois, je trouve que c'est d'ailleurs quelqu'un elle vous regarde dans les yeux, moi j'aime bien ça quand les gens vous regardent dans les yeux. Elle avait attaqué Macron, donc voilà, j'avais critiqué son attaque sur Macron, et j'avais simplement dit que sur la LGV, c'est un dossier extrêmement compliqué, il y a un gros endettement de la SNCF, 50 milliards, et que je pense qu'il faut, pour l'instant, privilégier la mobilité quotidienne. Voilà. En termes de stratégie, je pense que c'est une erreur d'essayer de travailler sur deux axes. LGV, avec des coûts exorbitants, 13 milliards, sachant qu'aujourd'hui, la LGV, en France, c'est pas rentable. Voilà, voilà mon propos. D'accord. Mais la prochaine fois, appelez-moi, quand vous me citez, appelez-moi. Oui, mais parfois, on a des indiscrétions. Ouais, mais là, c'était quand même... Non, mais vous avez défendu Macron, vous l'avez attaqué un petit peu, donc on avait raison. Ah, sur le fait que je l'ai attaqué, oui. Bah non, voilà. Mais sur la phrase que... avoir critiqué Carole Delga parce qu'elle ne m'a pas soutenu aux législatives, enfin, quand même. Je suis novice, mais... Allez, je lis ma question. Question d'actu, votre réaction sur le revirement, une petite faute de... le revirement de Jean-Pierre Grand à propos de la commission sur le stade. Ah, c'est récent, ça. J'ai du mal à le suivre, Jean-Pierre Grand. Il m'en a parlé, d'ailleurs, on s'est croisés, c'était au vœu de Saussan. Il m'a parlé effectivement de cette commission qu'il voulait faire autour de ce stade. J'ai l'impression que c'était une prise de position un petit peu politique. Voilà, j'aime pas trop moi ces déclarations dans la presse où on commence à annoncer des commissions. Je pense que le mieux c'est de prendre son téléphone, d'appeler les personnes concernées. Et puis voilà, de discuter autour d'une table, quoi. Je passe pas par la presse moi pour faire des propositions, voilà. Ça aussi, il faudrait changer un peu. Il y a les téléphones, ça sert encore le téléphone. Hein. Peut-être qu'à l'époque, on n'avait pas votre portable. Hein, ah, ben du coup, je l'ai plus, ce fameux numéro, là. Ça y est, ils l'ont supprimé. Là. Ah oui, d'accord. Bon. Il va falloir que vous me donniez votre nouveau numéro. Non, le nouveau, vous l'avez, vous. Ah bon, ça va. C'est bon. Bon, mais très bien. J'étais ravi, vraiment. Merci. À bientôt.